Parler du roman La Peste, écrit par 1900. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du roman La Peste, écrit par Albert Camus en 1947. Tout d'abord, nous allons nous pencher sur son genre littéraire, qui est celui du conte philosophique. Donc Camus utilise ce genre-ci pour permettre de critiquer des aspects de la société, tout en utilisant un support fictif qui est le récit et la chronique de la peste, puisque c'est en effet une chronique. Elle est compartie sous forme de 5 actes. Donc il y a plusieurs comme épisodes de la peste. Ce genre peut paraître contradictoire puisque les termes évoquent deux réalités opposées, donc c'est-à-dire un récit imaginaire et une réflexion philosophique. Mais le récit traite d'une leçon d'humilité, surtout par le narrateur. Les personnages sont donc des êtres fictifs de papier et des héros d'apprentissage, qui est une caractéristique évidente du conte philosophique. C'est-à-dire qu'on apprend avec ces héros. Ils se forment au fil et à mesure des épreuves rencontrées, comme dans l'épidémie de la peste. L'œuvre même délivre un message. Elle témoigne d'un fait et cherche à montrer comment les hommes réagissent. Ensuite, nous allons nous pencher sur la biographie de l'auteur. Donc, Albert Camus est né en 1913 et mort en 1960. C'est une figure dominante du XXe siècle. Il est une figure polyvalente aussi dans tout ce qu'il fait. Il est écrivain, journaliste, philosophe. Il est engagé dans les combats de son temps. C'est un membre actif de la résistance lors de la Seconde Guerre mondiale et il est aussi engagé du côté pacifiste en ce qui concerne la guerre d'Algérie. Il est lui-même né en Algérie dans un milieu très modeste. Au cours de ses œuvres, Albert Camus élabore une philosophie existentialiste, tout d'abord de l'absurde. Donc tout d'abord, il va créer le cycle de l'absurde, dont son roman L'étranger fera le plus résonner cette philosophie. Donc l'absurde, c'est quoi? C'est le constat de l'absence de sens à la vie. Ensuite, la prise de conscience de cette absurdité qui doit être considérée comme une victoire de la lucidité et cela permettrait de vivre dans le réel afin de conquérir sa liberté. Donc voilà, il faut être conscient qu'on vit dans une vie qui n'a pas de sens, absurde. Donc voilà, être dans la lucidité. Ensuite, l'homme peut ainsi dépasser cette absurdité par la révolte. Donc c'est son deuxième thème et la peste fait partie du cycle de la révolte. Donc la révolte, ce serait comme une réponse, comment réagir face à l'absurdité de la vie. Donc il peut ainsi dépasser cette absurdité par la révolte, oui, contre sa condition et contre l'injustice de la vie. On peut rajouter qu'il a un style d'écriture propre à lui, nommé l'écriture blanche, c'est-à-dire une écriture très sobre, minimaliste, qui privilégie plutôt la forme, le fond que la forme. Il sera prix Nobel de littérature en 1957 et il mourira dans un accident de voiture. Ensuite, on parlera de son mouvement littéraire. Il n'y a pas vraiment de mouvement précis auquel Albert Camus fait partie, mais on peut parler d'une certaine esthétique humaniste en général dans l'ensemble de son œuvre, ainsi qu'une littérature très engagée, puisqu'il cherche souvent à dénoncer des choses dans ses œuvres. En outre, on remarque une esthétique tout de même réaliste, surtout dans La Peste, où il dépeint vraiment la maladie de manière très réaliste et spécifique. Au début du roman, le narrateur précise: «La peste fut notre affaire à tous». À la fin du récit, il ajoute que ce fléau les a confrontés à l'absurdité de leur existence et à la précarité de la condition humaine. Donc cette phrase fait un peu référence au terme de l'absurde. Et quand il dit que la peste fut notre affaire à tous, voilà, il englobe tout ce courant humaniste, engagé, et, et voilà. Donc il montre cette esthétique-là. Ensuite, on va voir dans quel lieu se déroule l'histoire. Donc l'action se situe à Oran, en Algérie. Elle est évoquée à travers les saisons, le temps qu'il fait et l'activité quotidienne, c'est-à-dire le travail, les marchés, les transports,
mais aussi les différents quartiers et la mer. J'ai relevé cette citation. Cette ville déserte, blanchie de poussière, saturée d'odeurs marines, toute sonore des cris du vent, gémissait alors comme une île malheureuse. Donc j'ai trouvé cette citation intéressante puisqu'on peut observer un champ lexical du désastre, avec les mots déserte, poussière, saturée, cri et gémissait. Donc ça nous donne bien une idée de comment était la ville pendant l'épidémie, le chaos. Ensuite, l'histoire se déroule dans les années 40, 1940. Et le schéma actantiel, c'est une histoire qui est à hauteur d'homme. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de méchants, de gentils, de super-héros, mais c'est plus nuancé, donc plus une histoire à hauteur d'homme. On parlera plus de comportement humain ou au contraire comportement égoïste. Donc les humains au comportement généreux et dévoué seront plutôt caractérisés par les personnages du Docteur Rieux, de Rambert, Tarrou, Grand Castel, bref, un peu tout le monde. A contrario, le côté égoïste sera représenté et comprend surtout le personnage de Cottard. Donc maintenant, nous allons voir le personnage principal de l'œuvre qui est le Docteur Rieux. Donc c'est évident que c'est le personnage clé du roman. Il est décrit physiquement comme paraît 35 ans, taille moyenne, les épaules fortes, visage presque rectangulaire, les yeux sombres et droits, mais les mâchoires saillantes. Il a un peu l'air d'un paysan sicilien avec sa peau cuite, son poil noir et ses vêtements de teinte toujours foncée, mais qui lui vont bien. Il est en quelque sorte le reflet de l'auteur. Non pas, si physiquement, mais aussi mentalement, puisqu'il est humaniste, rationnel, dévoué, digne, sensible, honnête ou encore rigoureux dans tout ce qu'il entreprend. On peut citer la fois où il recueille Tarrou chez lui et après l'avoir veillé durant son agonie, verse des larmes d'impuissance devant le cadavre de son ami. Donc c'est un homme très sensible. Mais il est aussi l'âme de la résistance du fléau, à la fois témoin et militant. Il est encore une fois ce qu'a été un peu Camus durant l'occupation des nazis en France. Ce qui explique qu'il y a un homme d'action, aux yeux de qui l'essentiel est de bien faire son métier. Loin d'être un homme d'études comme Paneloux, c'est un praticien. Donc c'est un praticien, il est toujours dans l'action. Il visite les malades, les incise, les observe les effets du sérum, presse les autorités de prendre les mesures indispensables. Donc il est toujours dans l'action. Il s'endurcit petit à petit contre la pitié quand la situation devient très grave. Entré dans la médecine un peu par hasard, il ne s'est jamais habitué à voir mourir les hommes. Une phrase qu'il a lui-même énoncée résume assez bien, je trouve, sa philosophie. Il y a dans les hommes plus de choses à admirer qu'à mépriser. Néanmoins, il est sans illusion sur l'avenir, car son métier lui a appris qu'il n'y a pas de victoire définitive. Sa position finale est celle d'un homme laïque et pratique, remplaçant l'absence de foi par la certitude qu'il faut agir contre les fléaux et agissant effectivement contre eux. Donc on peut retenir qu'il va droit au but, il préfère agir plutôt que de penser. C'est un homme d'action. Ensuite, nous allons voir les personnages secondaires. Ces personnages semblent avoir été choisis par l'auteur pour symboliser un certain nombre d'attitudes humaines, donc toute une palette d'attitudes humaines face au désastre de la situation. Donc on peut commencer par le personnage de Grand, qui est un personnage très avec des bons sentiments. Il ne craint pas de les manifester, c'est en ce sens qu'il est exemplaire. Il le prouve bien au cours de l'épidémie où il est un des rares à conserver un certain équilibre de vie. Il exerce son humble métier et quand se créent des équipes sanitaires, il participe bénévolement à leur action en tenant des livres, en faisant des statistiques. Donc son dévouement lui vaut quand même de contracter la peste. Mais curieusement, il est l'un des premiers rescapés, comme si l'auteur voulait le récompenser de sa bonne volonté. Ensuite, on a Rambert. Rambert, c'est un journaliste. Il n'est pas seulement un homme de lettres, il a un passé de militant, un peu comme Camus. Il a combattu pendant la guerre d'Espagne du côté des vaincus. Il est venu à Oran pour préparer un reportage, mais il n'accepte pas d'être enfermé dans cette ville. Il veut aller rejoindre sa femme. Il décide de s'évader. Donc, il va dire à un moment, ce qui m'intéresse, c'est qu'on vive et qu'on meure de ce qu'on aime. Donc, il veut mourir avec sa femme.
Malgré sa certitude intérieure, il doute une première fois quand il apprend que Rieux est lui aussi séparé de sa femme. Il demande à entrer donc provisoirement dans les formations sanitaires. Puis quand son évasion est prête à réussir, il estime qu'il peut y avoir de la honte à être heureux seul, donc il refuse finalement de partir et préfère rester dans l'action et aider au maximum. Il va dire: «J'ai toujours pensé que j'étais étranger à cette ville et que je n'avais rien à faire avec vous. Mais maintenant que j'ai vu ce que j'ai vu, je sais que je suis d'ici, que je le veuille ou non, cette histoire nous concerne tous». Donc finalement, il va se sentir concerné par cette histoire. Ensuite, on a Panou. Donc Panou, c'est un militant et défenseur d'un christianisme exigeant. Donc il va symboliser dans cette histoire l'homme de foi, l'homme religieux. Lors de son premier prêche, il condamnera les Oranais simplement en rétorquant que la maladie est une punition collective. Mais au deuxième prêche, il va être affecté par la mort du fils d'un juge. Il commence à utiliser un nous inclusif et prône l'acceptation. Il ne prétend plus expliquer le mal, mais il fait partie du mal. Toutefois, s'il accepte d'entrer dans les formations sanitaires, il ne croit pas aux efforts de la science humaine. Finalement, il sera atteint de la peste, mais ayant refusé de se laisser soigner, il mourra. Mort inutile qui montre où conduit l'acceptation de la condition. Donc, puisqu'il ne croit pas en la science humaine, quelque part Camus nous cherche à nous expliquer que ce n'est pas la religion qui nous aide, mais que tout a un côté assez scientifique. Ensuite, on a Tarou. Donc Tarou, c'est un étranger à Oran. Il agit d'abord en observateur distant, il prend peu à peu part à la lutte contre la peste, il se propose comme organisateur, il aide dans l'épidémie, tout ça. Ensuite, il refuse d'être fataliste, il n'accepte pas de s'avouer vaincu avant que l'on ait tout essayé. Donc on pourrait interpréter sa mort comme le fait, parce qu'il va mourir, donc on pourrait interpréter sa mort comme le fait que la peste, comme la guerre, frappe aveuglément, même parmi ceux qui ne méritent pas de mourir, pour montrer surtout que même lorsque le fléau est fini, il y a des deuils irréparables, des souffrances sans guérison. Puisqu'il est vrai que Tarou était un des meilleurs amis du docteur Rieux. Il était vraiment dévoué dans ce qu'il fait et sa mort, voilà, montre quelque part que tout peut arriver et qu'il y a des choses, des destins qui font que cette maladie nous rend... Le destin, en fait, ça explique le destin fatal. Et on est comme face à cette absurdité et on peut rien faire. Ensuite, il y a Castel. Donc Castel, c'est un médecin. Il est un des premiers à découvrir donc la peste avec le docteur Rieux. Et il va aussi créer un remède contre la peste qui va marcher. Il a un regard très bienveillant, il aide dans l'épidémie, tout ça. Et enfin, le dernier personnage, un des derniers personnages, c'est Cotard. Il profite, lui, c'est le mal. Il profite lâchement de la misère générale en faisant de la contrebande et du marché noir. Pour lui, la peste est une bénédiction. Il dit, je cite, «Je me sens bien mieux ici depuis que nous avons la peste avec nous». Donc il souhaite voir le malheur général s'amplifier et durer. La fin du fléau signifie pour lui la fin de son trafic et la reprise des poursuites dont il a déjà été l'objet puisqu'il est recherché par la police. On ne sait pas très bien pourquoi. Il est battu, traqué et mis à mort au final. L'auteur n'a pas beaucoup de pitié pour lui car son malheur est mérité. Il est solitaire là où il aurait fallu plutôt être solidaire. Son châtiment, comme la guérison inespérée de Grand, a une évidente valeur symbolique. Donc lui, il va mourir parce qu'il représente le mal, le mal, tout simplement. Alors, le résumé du roman. L'intrigue du roman présente l'histoire d'une épidémie de peste qui sévit sur la ville d'Oran dans les années 40. Des rats viennent mourir au grand jour. Ils portent la bacille de la peste. Ce roman est divisé en 5 actes. Tout au long de la chronique, le récit est rythmé par les différentes phases de l'épidémie. Tout d'abord, c'est le début de la maladie avec les premiers cas qui se manifestent comme ceux des rats.
c'est la protase. Puis au fur et à mesure, la maladie grandit, c'est l'acmé, et atteint un grand nombre d'Oranais. Les rues sont complètement désertes, il y a une atmosphère de désastre, chaotique, apocalyptique même. Mais finalement, dans le dernier acte, c'est l'apodose de la maladie. Elle régresse, grâce en partie au sérum de Castel. Les habitants sont soulagés et heureux, mais il reste néanmoins une tension. Et l'auteur exprime le caractère provisoire de la situation et émet une mise en garde sur la situation. Pour ce, pour ce qui est du narrateur, il se présente comme un historien ou chroniqueur. Il recueille les témoignages et les documents. Il relate les faits très scientifiquement, sans exprimer forcément un sentiment personnel. Il décrit avec minutie jour après jour l'évolution de la peste. Il y est mêlé. Je cite, « Ils s'aperçurent qu'ils étaient tous et le narrateur lui-même pris dans le même sac et qu'il fallait s'en arranger. » Il évoque la population en disant « nos concitoyens ». Il se manifeste parfois très ouvertement. Le narrateur estime, le narrateur propose, mais ne dévoile sa véritable identité qu'à la fin du roman. Je cite, « Il est temps que le docteur Bernard Rieux avoue qu'il en est l'auteur. » Donc, il en est l'auteur. Ce souci de discrétion, ce désir de ne pas s'attribuer un rôle central dans le récit des événements, renforce son caractère humaniste, voire scientifique de Rieux, puisqu'il relate les faits scientifiquement tels qu'ils ont été vécus. Ses atouts sont dépeints à travers le récit et non pas par sa propre volonté. Alors maintenant, on va parler de la tonalité du roman. Donc cette œuvre, c'est une chronique. Donc par définition, elle relate objectivement des événements historiques dans un ordre chronologique. L'auteur relate le plus objectivement possible ces événements fictifs, mais qui se sont déroulés, mais ces éléments fictifs sont aussi basés sur des vraies épidémies qui ont eu lieu. En revanche, on note quelques références à la tragédie classique, comme les 5 actes qui évoquent clairement les 5 tableaux que parcourt la chronique. Tout y est, ouverture, montée, drame, crise et retombée. On sait également que ce roman appartient au cycle dit de la révolte, comme j'en ai parlé. Pour lui, on peut parler que c'est reconnaître la révolte, c'est connaître notre destin fatal et néanmoins l'affronter. Je cite, c'est le condamné à mort qui refuse le suicide. Donc là, on peut très bien faire un lien avec la peste, c'est les condamnés à mort, c'est-à-dire les condamnés à mort, c'est les Oranais qui sont face à l'épidémie, la fatalité de l'épidémie, ils ne peuvent rien faire, mais qui refusent le suicide. Donc ils vont se débattre pour la vie. Ils vont trouver un sens finalement à la vie. Son récit en fait clairement le témoignage par les divers personnages évoqués aussi. Toutefois, il fait référence à son ancien cycle, qui est celui de l'absurde, car la révolte serait la réponse à l'absurde. Ainsi, il présente le manque d'imagination de l'homme qui refuse finalement de croire à ce qui se présente à lui. Une société qui ôte à l'homme ses responsabilités vis-à-vis de lui-même, ou encore la peste qui confronte l'homme à la fragilité de sa condition. Albert Camus se tourne vers un humanisme sceptique et lucide pour lequel il convient avant tout d'être juste. Dans le récit, le sujet est évident, c'est celui de la peste, mais il traite évidemment du comportement humain. Camus distingue plusieurs réactions face à ce fléau, donc je vais vous citer quelques personnages, comme Cottard, donc qui représente le mal, le cynique, qui se réjouit de façon malsaine des souffrances qui s'abattent sur les hommes. Ensuite, il y a le prêtre Paneloux, qui voit dans la peste le châtiment de Dieu, qui punit les hommes pour leur égoïsme. Il y a Grand, le fonctionnaire contaminé, guéri sans qu'on sache exactement pourquoi. Rambert, le journaliste parisien, séparé de la femme qu'il aime, met tout en œuvre pour quitter la ville. Lorsqu'il en a la possibilité, il choisit finalement d'y rester pour se battre avec ceux qui luttent. Et il y a Rieux et Tarou, qui agissent pour organiser un service sanitaire qui soulage la souffrance des hommes. La peste ne laissera personne indifférent et laissera des séquelles chez chacun d'entre eux. Tout de même, la peste peut être aussi une allégorie de la peste brune, c'est-à-dire du nazisme et de son expansion. La peste brune, c'est la définition du nazisme. Elle a été caractérisée comme cela. Elle a été apparue 10 ans avant la parution de ce roman et peut faire référence plus particulièrement à l'occupation allemande en France durant la Seconde Guerre mondiale.
Ainsi, les différentes actions opérées par les personnages de la peste pour essayer d'éradiquer et de contenir la maladie correspondraient à des actes de résistance face à la peste et face à la guerre. Elle est aussi l'allégorie du mal qui est implanté dans tout homme. Pour Tarou, chacun, je cite, chacun la porte en soi, la peste, parce que personne, non, personne au monde n'en est indemne. La maladie amène donc l'homme à dévoiler sa vérité profonde. Elle montre que l'homme ne parvient pas à s'adapter aux situations nouvelles, qu'il tente toujours de réagir selon ses anciens réflexes. L'auteur s'efforce de mettre en forme des réponses possibles à l'absurde par la mise en scène de destins incarnant chacun une manière de réagir face à l'absurde de la vie. Tout d'abord, je vais vous parler de pourquoi j'aime ce roman. Moi, j'aime ce roman par son côté simple. Il est vrai que Camus a l'habitude de ce style d'écriture, comme j'ai dit, d'écriture neutre, écriture blanche. La lecture est donc fluide pour nous. Pour ce qu'il en est de l'histoire, j'ai totalement été captivée, puisqu'on peut faire beaucoup de rapprochements avec des situations actuelles. Cela me fascine également de pouvoir observer les différents agissements des hommes face à ce genre de situation. Cela pousse à réfléchir sur son propre comportement. La dimension historique et philosophique de l'œuvre lui donne un côté encore plus universel selon moi. L'humanisme qui s'en dégage est frappant. Puis ce qui a retenu mon attention est la fin de l'histoire. J'aime l'allégresse de la foule, complètement soulagée par la fin de la maladie, mais surtout la mise en garde du docteur Rieux. Je cite, « La bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais ». Cela donne une fin en demi-teinte, où certains préfèrent être prudents et ne pas se laisser emporter par les émotions. Cette méfiance et ce recul de la part de Rieux laissent une note d'incertitude aux événements futurs et donnent un sentiment de fatalité. Dans mon cas, cela m'incite à réfléchir sur les conséquences d'un événement sur des personnes et le risque toujours présent d'un nouveau traumatisme universel qui peut surgir à n'importe quel moment. Il y a un côté presque terrifiant, mais fascinant.